On me dit en fait à quoi sert le moustique, à quoi sert le scorpion, à quoi sert l'araignée, et moi je leur réponds, et toi tu sers à quoi toi? Voilà. Est-ce qu'on doit servir à quelque chose, hein? Le vivant il est là, on a dit depuis 4000 millions d'années, il a subi les pires avatars, il s'est adapté à des conditions incroyables, plus chaud, plus froid, plus salé, moins salé, sans eau, avec de l'eau, et il est toujours là. Et s'il s'est adapté aussi bien, c'est parce qu'il a accepté de changer. Arrêtons de permettre et d'accepter le profit, ou de faire du profit, hein, en détruisant le vivant, en le surexploitant. C'est la seule solution pour l'humanité. Et je dis souvent à mes étudiants, si vous n'êtes pas passionné à 20 ans, vous ne le serez pas à 60. Donc émerveillez-vous, passionnez-vous, discutez entre vous, associez-vous, travaillez ensemble, lisez, écoutez, filmez, observez. Arrêtez-vous un jour de vivre à 100 à l'heure. Je m'appelle Gilles Boeuf, je suis professeur à Sorbonne Université à Paris. J'ai été 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai eu une chaire au Collège de France. Et aujourd'hui, je préside le CEBIOS, le centre d'études sur le biomimétisme et la bioinspiration. Et je suis un farouche supporter de la Water Family depuis quelques années. D'abord, je préfère l'appeler le vivant, hein, c'est équivalent et ça marque mieux les gens. Le vivant, c'est quoi? C'est la fraction vivante de la nature, hein. C'est ça la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Et bien sûr, l'humain est dedans, il n'est pas à côté. Tous les êtres vivants, y compris l'humain, sont faits d'eau liquide. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. Donc cette eau, elle est essentielle. Et le vivant a à peu près aujourd'hui un peu moins de 4000 millions d'années sur la Terre, hein. Elle est apparue dans l'océan ancestral. Une cellule, c'est une membrane avec de l'eau dedans et dehors, et puis des connexions, hein, dans les deux sens. Et ce vivant s'est merveilleusement diversifié d'abord dans l'océan, puis un jour il en est sorti, et il nous accompagne aujourd'hui. Et je dirais que n'oublions pas que nous ne mangeons que du vivant, et nous ne coopérons qu'avec du vivant. Un corps humain, c'est plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Voilà pourquoi ce vivant est si essentiel et qu'il faut qu'on le regarde avec beaucoup plus de tendresse et d'attention que ce qu'on fait aujourd'hui. On assiste à un effondrement du vivant. À chaque fois qu'on regarde, ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus, les papiers récents nous disent qu'on a perdu les 3/4 des insectes qui volent sur 25 ans, on a perdu 1/3 des oiseaux dans les territoires agricoles, tout ça depuis 15 ans, 15-20 ans, hein. On assiste en mer à un effondrement des populations vivantes, hein. Et partout, dans les sols, dans les forêts tropicales qui s'en vont. Et les raisons de cela, c'est la destruction pure et simple des milieux, des écosystèmes. On enlève la forêt tropicale, hein, on assèche les mares ou les marais. La seconde raison, bien sûr, c'est la pollution, la contamination, qui est très importante partout, autant dans l'air que dans les sols qu'en mer, et dans les rivières et les lacs. Le plastique dans l'océan, par exemple. C'est aussi la surexploitation. On enlève plus que ce que les vivants peuvent reconduire chaque année, hein. Les pêches maritimes, la forêt tropicale, par exemple. C'est aussi la dissémination de tout partout. On transporte tout, et sur les îles en particulier, des espèces ont disparu parce qu'on y a mis des chiens, des rats, hein, des chats. Et puis aussi, une des raisons essentielles, c'est ce climat qui change trop vite. Donc toutes ces raisons-là font qu'aujourd'hui, ce vivant s'effondre, et il faut vraiment le considérer différemment. On est très préoccupé par le changement climatique, on en a peur, mais on n'a pas peur du vivant qui s'en va. Et pourtant, c'est largement aussi important. Il est merveilleusement beau, ce vivant. Dès qu'on s'y penche, on est ébloui par les prouesses de ce vivant dans des conditions incroyables. Et bien malgré ça, sans vergogne, on détruit partout. Et c'est là qu'il faut absolument qu'on enseigne à nos enfants à le considérer différemment et leur dire qu'eux aussi font partie de ce vivant, hein. Leurs trous de nez, leurs oreilles, leurs cheveux sont bourrés de trucs, hein. Il y a des acariens, il y a des bactéries, et c'est bien. Et n'oublions jamais un intestin, un utérus féminin, c'est une merveille de biodiversité. Et c'est là qu'il faut l'enseigner beaucoup plus. Et voilà pourquoi j'aime bien mes amis du Flocon à la vague qui ont envie de le dire aux enfants dès le plus jeune âge. On est une horrible espèce qui, depuis qu'elle s'est installée, a déconsidéré le sexe féminin. Je ne connais pas d'espèce qui, comme ça, s'occupe pas de ses femelles, simplement parce qu'elle produit un peu moins de testostérone, c'est tout, hein, c'est la seule différence. Et ça, c'est absolument dramatique. Dans l'histoire du passé, dans l'histoire, quand on regarde, les femmes ont rarement été mises en valeur, elles sont dominées pour des raisons physiques, hein. Les mâles courent plus vite, ils sautent plus haut, ils lancent plus loin, ils sont plus forts. Et ça a amené effectivement à ce comportement
délirant de la non-considération de la femme. Alors que c'est elle qui perpétue l'espèce. Je dis souvent, en fait, les humains à protéger en priorité sont les femmes en âge d'enfanter, entre 17 et puis 45 ans. Et ça, il faut vraiment qu'on le reconsidère. Mais pour ça, il faut éduquer les petites filles. Gandhi disait, éduquer un petit garçon, c'est éduquer une personne. Éduquer une petite fille, c'est éduquer une famille. Je suis professeur des universités, j'ai fait passer des milliers d'euros. Ma principale remarque, les filles manquent dramatiquement de confiance en elles-mêmes parce qu'on les a mis dans ce système social en fait. Tu ne peux pas faire ça, c'est comme ça. Et puis la maltraitance des femmes, elle continue toujours aujourd'hui dans toutes les classes sociales en plus. Je suis enseignant dans les grandes écoles d'ingénieurs, dans les grandes universités, c'est partout pareil. Donc aujourd'hui, le futur pour moi, c'est une femme qui prend sa place en fait dans le système et qui, avec sa sensibilité à elle, sa féminité, sa capacité à mieux comprendre la biologie, c'est elle qui enfante, sera beaucoup mieux respectée, participera aux décisions. Moi, je reste convaincu que si les femmes avaient eu depuis longtemps beaucoup plus accès aux affaires, on n'en serait pas là aujourd'hui au niveau environnement. On me dit en fait à quoi sert le moustique, à quoi sert le scorpion, à quoi sert l'araignée, et moi je leur réponds, et toi tu sers à quoi toi? Voilà. Est-ce qu'on doit servir à quelque chose? Le vivant, il est là, on a dit depuis 4000 millions d'années, il a subi les pires avatars, il s'est adapté à des conditions incroyables, plus chaud, plus froid, plus salé, moins salé, sans eau, avec de l'eau, et il est toujours là. Et s'il s'est adapté aussi bien, c'est parce qu'il a accepté de changer. Donc la place de l'humain, dans ces activités économiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'y faire beaucoup plus attention. Aujourd'hui, il n'est plus question de développer des activités humaines en détruisant, en surexploitant, en polluant, en disséminant tout partout. Et pour ça, il faut changer notre économie. Arrêtons de permettre et d'accepter le profit ou de faire du profit en détruisant le vivant, en le surexploitant. C'est la seule solution pour l'humanité. Et ça va demander en fait beaucoup plus de coopération et de collaboration, comme le vivant le sait depuis l'origine de la vie en fait. Et puis surtout, il faut tuer les 3 gros défauts de l'humanité, qui sont l'imprévoyance, réfléchissons, culture de l'impact, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ou si je ne le fais pas. Deuxièmement, l'arrogance, surtout masculine. Et enfin, la cupidité. Voilà, si on prend tout ça à bras le corps et qu'avec nos jeunes on s'y met très vite, ça marchera mieux. Là je fais votre petit fascicule là, qui est le cahier nature, arbre solo, qui est absolument magnifique. C'est une merveilleuse bande dessinée et vous savez raconter des histoires à la Water Family. Et c'est très important parce qu'on voit comment les bandes dessinées peuvent apporter de la compréhension, de l'envie de faire de façon un peu ludique. Toute la clé est là en fait. L'eau de la Terre, 97% c'est l'océan. Elle n'est pas accessible à la physiologie. Très rares sont les espèces qui peuvent boire de l'eau de mer, en tout cas pas l'humain. Et c'est intéressant parce que c'est les 3% restants qui sont intéressants, les lacs, les rivières, les zones humides. Et là-dedans, vous avez une partie d'eau souterraine qui font qu'en fait, on n'a même pas 1% d'eau disponible pour le vivant. Et le drame actuel, c'est que l'humain prend plus de la moitié de toute l'eau disponible sur la Terre, alors qu'on est avec 2,5 millions d'espèces vivantes. Donc encore une fois, arrêtons cette arrogance de l'humain. Et un bébé humain, c'est quand même 3/4 d'eau. C'est pas fait pour laver sa bagnole, je le dis souvent. Donc l'eau dans les sols, l'eau avec l'arbre qui permet à la pluie de s'installer, de conserver ses trous, les cycles de l'eau, les grands, les petits, toute la biogéochimie, n'oublions jamais l'océan. Dans l'évaporation de la Terre, il y a quand même plus d'eau qui s'évapore directement que celle de l'océan. Mais ce qui est important, c'est comment cette eau retombe. Alors on a calculé, on connaît les volumes d'eau qui tombent chaque année. Globalement, il n'y a pas de moment où il y a plus d'eau ou moins d'eau. Le problème, c'est le mode de précipitation qui vont faire que ce qu'on disait les climatologues aujourd'hui, dans ce changement climatique trop accéléré, c'est des longues périodes de sécheresse suivies par des perturbations terribles, extrêmement abondantes. Et ça, c'est dramatique pour les activités humaines et pour l'agriculture. On ne peut pas vivre dans un système de sécheresse incroyable et d'inondation pas possible dans les jours qui suivent. Donc comment est-ce qu'on s'en empare de ça? Les sols, les arbres. Et on sait que dans les sols, travaillons-les différemment. Il faut que les bactéries s'installent pour faire des micro-trous dans le sol qui permettent à la goutte d'eau rare qui tombe de s'infiltrer là où elle tombe et d'y rester. Parce que ces bactéries enduisent ces petites alvéoles de mucus. Et ça, c'est très important. C'est la clé de la future agriculture, l'agroécologie et l'agroforesterie aussi, bien sûr. Mettre des arbres partout. Sans oublier non plus, bien sûr, les végétaux marins comme les posidonies en Méditerranée. Et vous verrez qu'il n'y a pas que le système température et carbone, il y a tout le reste aussi autour. Et je rappelle que l'eau, c'est la vie. Et la première molécule du vivant avant l'ADN et l'ARN, c'est l'eau, liquide.
Je dis souvent à mes étudiants, si vous n'êtes pas passionné à 20 ans, vous ne le serez pas à 60. Donc émerveillez-vous, passionnez-vous, discutez entre vous, associez-vous, travaillez ensemble, lisez, écoutez, filmez, observez. Arrêtez-vous un jour de vivre à 100 à l'heure. L'émerveillement, c'est étudier un mécanisme, une solution que le vivant a mis en place. Voilà pourquoi la bio-inspiration, aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes est si importante. Plus vous allez vous émerveiller, plus vous arriverez à convaincre qu'il faut absolument arrêter ce comportement irresponsable que j'évoquais tout à l'heure en fait. Émerveiller, c'est aimer, aimer, c'est protéger, et c'est là que notre économie doit impérativement changer. Émerveillons-nous et donnez à nos enfants ces capacités à s'émerveiller. Pas que devant la télévision, aussi en allant voir une fleur, ou une abeille, ou un papillon, ou un serpent, ou une grenouille sur le terrain. Écoutez, sentez. Il n'y a pas que la vue, Les sons dans le vivant sont très importantes, les odeurs aussi sont absolument... La chimie de l'olfaction, c'est la clé de la communication du vivant. Tout ça, il faut l'apprendre, il faut l'éduquer, il faut l'enseigner. Et vous verrez qu'ils se porteront beaucoup mieux qu'aujourd'hui, où je voyais tout à l'heure en lisant sur un journal, 58% de nos jeunes sont en hyper-anxiété environnementale aujourd'hui. C'est vraiment à changer.